Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Quel avenir pour le service national universel? Le fameux SNU sera-t-il généralisé, abrogé ou alors remanié? C'est une des questions qu'on se pose dans la première partie de notre émission avec nos invités. Dans la collection Les Grandes Vies, je demande George Sand, l'écrivaine est à l'honneur chez Gallimard Jeunesse. On en parle dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique, Adrien Fontenot nous parlera d'une phrase assez terrifiante qui inonde les réseaux sociaux depuis l'élection de Donald Trump. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité éducation du jour avec Adrien. Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On débute ce journal avec cette affaire en Gironde. Une enseignante d'un lycée à Libourne visée pour la 3e fois par une lettre de menace de mort et des injures racistes. Oui, une lettre trouvée sous la porte de sa salle de cours à la pause de midi. L'enseignante est évidemment choquée, ses collègues également. Ils souhaitent que la professeure bénéficie d'une protection policière. Un représentant de la CGT du lycée ajoute: vous imaginez dans quel état elle peut être. C'est dans sa classe que la lettre a été retrouvée. Celui qui l'a mise là savait très bien à qui ça s'adressait. Il faut que ça s'arrête. On est en colère, c'est dégueulasse. Pour rappel, l'enseignante avait déjà reçu une première lettre anonyme. C'était en décembre 2023. Un courrier déjà à caractère raciste dans lequel son auteur menaçait de l'égorger comme un cochon, ainsi que tous les élèves d'origine arabe. À l'époque, la moitié des enseignants de l'établissement avaient exercé leur droit de retrait. Les cours avaient été suspendus. À l'occasion de la rentrée en septembre dernier, une deuxième lettre avait alors été adressée. Là encore, des menaces de mort et des injures raciales dedans. Pour le moment, impossible de savoir si les 3 courriers ont été écrits par la même personne. Une plainte a été déposée et une enquête ouverte. Dans ce contexte actuel, avec le procès de l'assassinat de Samuel Paty qui se poursuit, eh bien on en parlait hier, on ne rappellera jamais assez l'importance de protéger nos professeurs. Et puisqu'on parle de protection, eh bien le Sénat, de son côté, renforce un dispositif de protection de l'enfance. La Chambre haute du Parlement français a adopté hier une proposition de loi de la sénatrice Maryse Carrère du groupe Rassemblement démocratique et social européen. Un texte qui vise à clarifier le mécanisme de l'ordonnance de protection. Ce dispositif d'urgence permettait jusqu'à présent aux juges aux affaires familiales de protéger les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, avec par exemple des mesures d'éloignement, mais le système restait réservé au cas de violences au sein du couple, sans intégrer clairement les violences touchant les enfants. Dans cette optique, le nouveau texte prévoit un élargissement du dispositif au cas de viol incestueux, agression sexuelle incestueuse ou des faits de violence vraisemblables envers l'enfant. L'auteur de la proposition précise: les enfants n'ont pas les moyens de se faire entendre avec la même efficacité que les adultes. Le cas de l'inceste est peut-être le plus symptomatique des carences de notre système. En novembre 2023, il y a un an, la Civis, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, rappelait que 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année et une plainte n'est déposée que dans 20% des cas, encore moins dans les cas d'inceste. On passe à ce rapport annuel et inquiétant du Secours catholique. Le nombre de personnes sans ressources a atteint un niveau record en 2023. Elle représente un quart des personnes accueillies par le Secours catholique l'an dernier. Quand elles ont des ressources, ce n'est vraiment pas mieux. 155 € par mois, c'est le revenu médian des ménages accueillis par l'association en 2023. Au total, 95% des ménages rencontrés vivaient sous le seuil de pauvreté fixé à 1 216 € pour une personne seule. Dans son rapport, le Secours catholique alerte sur la difficulté d'accès aux prestations sociales, mais aussi la complexité des démarches dématérialisées. Écoutez Samuel Prieur, délégué de l'association à Lille. C'est la galère de arriver sur une administration, de pas trouver les moyens d'accéder, notamment parce qu'on développe le numérique. Alors, sur des aspects de modernité, on peut tout à fait être en faveur de monter du numérique, etc. Mais on oublie souvent que c'est pas accessible pour la plupart des personnes. Beaucoup de sites sont pas accessibles via un smartphone et il faut un ordinateur. Et ça, c'est pas toujours possible. Une difficulté d'accès à la protection sociale et un découragement des populations à réclamer certaines prestations. Plus d'un tiers des ménages français éligibles au RSA ne le sollicitent pas, 36% pour être précis, un chiffre dont s'inquiète le délégué du Nord.
Le non-recours, il est très important en France. On le signale depuis des années au Secours catholique. C'est-à-dire que des personnes n'ont pas recours aux droits auxquels ils pourraient avoir lieu. Et ce chiffre que vous donnez, il est très important. Et il nous fait froid dans le dos parce que on sait que pour sortir de la pauvreté, il faut des revenus. Il y a des droits, il y a des protections en France qui nous permettent de vivre décemment. Et ben sans ces droits, on vit pas décemment. Voilà, autant de problématiques que le Secours catholique pointe du doigt. L'association réclame des garanties sur un accès physique aux administrations et la mise en place d'une politique publique de lutte contre les non-recours. Autre sujet, autre enquête sur le contexte des sexualités en France. Et on va s'intéresser plus particulièrement aux premières fois chez les jeunes. Oui, le premier rapport sexuel, le mythe pour beaucoup de jeunes, est l'une des données les plus intéressantes de cette enquête menée par l'INSERM ainsi que l'ANRS, maladies infectieuses émergentes. C'est le 4e rapport scientifique depuis 1970 et pour la première fois, les jeunes semblent un peu plus patients, comme l'explique Armelle Andro, démographe à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et coordinatrice de l'enquête. Il y a plein de choses qui sont amusantes dans les résultats de notre enquête, mais peut-être qu'un des résultats majeurs, c'est ce qu'on a pu observer en termes de recul de l'âge à l'entrée dans la sexualité. C'est vrai que ça nous a surpris. C'est-à-dire l'âge du premier rapport, en gros, c'était 17 ans pour les garçons et les filles il y a 15 ans. Voilà, en 2006. Et là, on se rapproche plus des 18 ans pour le premier rapport. On est à 18,2 pour les femmes et 17,7 pour être précis pour les hommes. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être un résultat qu'on n'attendait pas complètement. Et vous avez une explication sur ça ? Alors, on n'a pas encore beaucoup d'explications parce que c'est vraiment les premiers résultats. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'en regardant dans le détail quand même ces données, on voit que cette tendance à la remontée de l'âge au premier rapport sexuel, c'est quelque chose qui n'est pas si récent. Qu'en fait, qui déjà en 2010, on commençait à avoir une inversion de la tendance. Autre chiffre intéressant et toujours concernant la sexualité des jeunes, la révolution numérique est passée par là. En 2023, chez les moins de 30 ans, 39,4% des femmes et 43,5% des hommes ont déjà rencontré un partenaire sexuel sur un site ou une application. Les résultats complets de cette enquête sont disponibles en ligne. Vous y apprendrez, Virginie, que si la fréquence des rapports est à la baisse, le nombre de partenaires et la satisfaction sexuelle sont en hausse. Merci pour ces informations. Pour finir, un mot sur les 2 heures de sport. En plus, au collège, la mesure ne devrait pas voir le jour partout en France. Elle était expérimentée depuis 2 ans dans 715 établissements volontaires et selon un rapport du ministère de l'Éducation nationale, la mesure s'est avérée pertinente pour les collégiens éloignés d'une pratique régulière. Dans sa complémentarité avec l'éducation physique et sportive et l'offre des associations sportives scolaires, des données encourageantes, mais un dispositif complexe selon le ministère, insoutenable même pour l'ensemble des 7000 collèges du territoire. L'éducation nationale envisage donc de maintenir ce dispositif sur les seuls collèges classés en zone d'éducation prioritaire des territoires où le taux de licence est le plus faible. Et l'abandon de cette généralisation n'est pas du goût de tous. Regardez justement la réaction du quadruple champion olympique Léon Marchand sur X, un clown et un message qui semble directement adressé aux principaux décisionnaires. Merci Adrien. Un gris-gris sociétal, un embrigadement organisé d'un côté et puis de l'autre un impératif d'engagement pour la jeunesse. Qui dit quoi à propos de ce fameux SNU, Service National Universel, dont le sort semble en sursis en ce mois de novembre, voire peut-être même scellé. On en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Béatrice Piron. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée Horizon des Yvelines. Également Jean-Claude Roux, bonjour. Bonjour. Merci également aussi d'être sur ce plateau, député écologiste de Loire-Atlantique. Et Laurent Croisier, bonjour. Bonjour. Merci aussi. Vous êtes député MoDem du Doubs. On va parler du SNU aujourd'hui. Le fameux SNU, le Service National Universel. On va rappeler quand même qu'il comporte une mission d'intérêt général d'un côté, un séjour de cohésion aussi de l'autre, qui comprend, on reviendra dessus, qui comprend les activités à la fois sportives, culturelles et intellectuelles. C'est à noter, avec des journées qui débutent par la levée des couleurs et donc le port de l'uniforme. Jean-Claude Roux, j'ai lu votre tribune. Vous dénoncez dans cette fameuse tribune le fiasco annoncé par la généralisation du SNU. Est-ce quelque part
un remède contre la décivilisation dont parlait Emmanuel Macron, qui vous semble, je vous vois sourire, voilà, qui vous semble absurde, voire ridicule? On n'a jamais trop su ce qu'était en fin de compte le SNU. Dans ses débuts, c'était une sorte de nostalgie du service militaire sans en avoir la même ampleur, évidemment. Et ensuite, il est passé par un certain nombre de phases, d'étapes, jusqu'à rentrer même sur le temps scolaire cette année, puisque c'était la toute première fois, et sans jamais atteindre ses objectifs. Et puisque vous avez évoqué la généralisation, franchement, je n'y ai jamais cru, puisque cette année, nous étions sur un objectif de 80 000. Si on voulait généraliser à l'ensemble d'une classe d'âge, il fallait quasiment multiplier par 10, et l'objectif était 2027. Donc là, c'est plus une marche qu'il y avait à franchir, c'était un escalier entier qu'il aurait fallu sauter. Alors, on va peut-être faire un petit tour de table, si vous le voulez bien, déjà sur déjà ce que vous pensez du SNU de manière générale, et puis effectivement cette généralisation, parce que c'est quand même le point de vue aujourd'hui. Béatrice Piron. Écoutez, moi j'ai vu des gens surtout qui en revenaient, qui étaient extrêmement satisfaits, et l'intention me paraissait très bonne. Je crois qu'au départ, effectivement, quand on parle de regrouper des gens, de faire de la cohésion entre les jeunes qui venaient de lieux différents, les premières années, donc il y avait beaucoup de mixité géographique au moins, puisqu'il y a des enfants qui venaient, par exemple, même d'outre-mer, qui avaient la chance de venir pour la première fois sur le territoire hexagonal. Ça paraissait... C'était vraiment en termes de nombre, en termes de chiffres, c'était important, en part de... Les premières années, oui. Il y a eu beaucoup plus de déplacements, parce qu'en fin de compte, il y a eu un petit échantillonnage de jeunes pris un petit peu partout sur le territoire, qui a été regroupé sur quelques points. Mixité géographique, mixité sociale un peu moins quand même. Il y avait moins de mixité sociale, mais il y avait quand même de la mixité géographique. La problématique, c'est que tant que c'est du volontariat, il y a des gens très très motivés qui postulent pour, et visiblement aujourd'hui on mesure qu'il y a plus de 50% des enfants qui sont des enfants issus de familles dont un des parents travaille dans les forces de l'ordre. Donc ça ne représente pas toute la société, je le reconnais totalement. Quand il y a eu l'année dernière l'extension sur le temps scolaire, c'est pas ce qui m'a plu, qui m'a satisfait vraiment. Je pensais que normalement c'était au départ sur des temps non scolarisés, et je ne suis pas tout à fait d'accord pour que ça empiète sur le temps scolaire. Et effectivement, on est encore très très loin. L'année dernière, on avait un objectif de 64 000 jeunes qu'on n'a pas atteint. Non. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'il y a des départements où il y avait un excès de demande, et notamment moi je suis dans les Yvelines, et il y avait au moins des bruits qui circulaient comme quoi il y avait des listes d'attente et que tout le monde ne pouvait pas s'inscrire, alors que l'objectif national n'a pas été atteint. Est-ce que c'était des bruits? Est-ce que c'était une réalité? Ça, on ne saura jamais. Je ne sais pas quels sont les départements qui étaient vraiment très déficitaires. En présence de 3 députés. À vous, Laurent Croisier, à votre avis sur la question quand même, parce que le SNU, on a beaucoup parlé. Alors moi, j'y suis très favorable. D'accord. Parce que l'enjeu, c'était aussi de remettre ensemble des jeunes qui ne se parlent plus. Des jeunes d'horizons sociaux différents, des jeunes parfois de milieux très disparates, et faire échanger ensemble des jeunes qui, autour de l'engagement, autour de la cohésion nationale, autour des valeurs de la République, je crois que l'enjeu m'apparaît assez fondamental. Sur le terrain, dans mon département, ça se passe très bien. Ce sont des jeunes de milieux différents, comme vous le dites? Alors, c'est l'idée originale. Oui, c'est ça. C'est la raison pour laquelle moi j'ai soutenu dès le départ l'esprit du Sur le SNU. plan philosophique, à la limite, enfin, vous avez réagir là-dessus. Je pense qu'on peut se dire pourquoi pas, bien sûr. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a une démarche à la fois budgétaire, à la fois de réalité dont il faut parler aujourd'hui, et c'est justement le cœur de ce débat. Alors, est-ce que dans la réalité, ce sont des jeunes d'horizons différents? Non. Et c'est bien là les marges de manœuvre et de progression que le SNU possède. Mais il me paraît tout à fait fondamental de pouvoir faire réchanger à nouveau ensemble des personnes d'horizons différents. C'était finalement l'avantage du service militaire qui a disparu. Donc moi cet enjeu me paraissait assez fondamental. Maintenant, comment ça se passe sur le terrain? Moi j'ai vu des jeunes qui après 2 semaines pleuraient de se quitter. Oui, comme on l'imagine pour n'importe quelle colonie de vacances, en fait. Des jeunes qui se retrouvent, ils partent en vacances, ils se retrouvent, ils sont contents, ou même dans une classe, finalement, on se fait des copains, on n'a pas envie de les quitter. Et peut-être. Et alors, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que ça veut dire que les jeunes qui rentrent dans ce dispositif sont contents d'y être,
sont contents de partager des moments assez forts parce que l'encadrement est assez rigoureux, assez strict, et je trouve que c'est très bien ainsi. Mais en tout cas, les jeunes qui y vont, la mission, moi, me semble réussie. Maintenant, est-ce qu'il y a des imperfections? Est-ce qu'il y a des réalités qui ne correspondent pas à l'objectif de départ? Oui, il ne faut pas le nier, mais sont encore une fois des marges de progression. Une petite réaction, évidemment, Jacques Legrand. Oui, si on reprend les objectifs qu'on a entendus jusque-là, la cohésion, je dirais encore heureux. Effectivement, comme dans n'importe quel séjour, lorsqu'on dépense 2, voire plutôt 3 000 euros pour vous concocter un séjour aux petits oignons, j'ose espérer que les jeunes qui ont pu y participer étaient satisfaits et satisfaites. En ce qui concerne l'engagement, qui peut l'affirmer? En tout cas, ce qu'on peut voir, vous l'avez rappelé tout à l'heure, normalement, il y avait une deuxième phase, c'est-à-dire la mission d'intérêt général. Ce qu'on voit, c'est qu'après le séjour de cohésion, il n'y avait même pas un quart des jeunes qui, justement, passaient par cette deuxième phase de la mission d'intérêt général. Et pourquoi, d'ailleurs? Sans doute que le séjour suffisait en lui-même, ou en tout cas, peut-être que ça montre que ce n'est pas une voie royale et logique. Il y avait même une troisième phase qui avait été imaginée comme étant le service civique, qui venait un petit peu compléter, si vous voulez, ce triptyque. Et puis, si on parle de la mixité, effectivement, les jeunes des quartiers prioritaires de la ville étaient sous-représentés, comme l'étaient les jeunes en situation de handicap, comme l'étaient les jeunes de la voie professionnelle. Donc, effectivement, vous l'avez rappelé, Madame Piron, c'était surtout de l'entre-soi pour une bonne partie. On n'avait pas ce brassage ou ce creuset qu'on aurait dans un monde idéal qu'on aurait pu y retrouver. Laurent Croisier. Oui, j'entends souvent les critiques venant du côté gauche politique. Et ce que j'entends aussi, c'est des critiques vis-à-vis de l'aspect strict du séjour. J'entends aussi souvent des critiques vis-à-vis de lever des drapeaux. J'entends des critiques vis-à-vis du patriotisme. C'est pas le cas en l'occurrence. Pour l'instant, on va y aborder. C'est pas le cas de monsieur. Non, mais là, vous lui tendez une perche. Hein. C'est magnifique. C'est pas le cas de monsieur Roux tout de suite. Mais moi, je suis assez heurté par ces positionnements d'élus qui reconnaissent d'ailleurs qu'ils n'y ont jamais mis les pieds dans un séjour du service national universel. En tout cas, qu'on puisse s'opposer au service universel sur les fondements du patriotisme, de l'engagement, de la cohésion, des valeurs de la République. Moi, je suis toujours gêné par ces propos. Je ne vous les attribue pas, monsieur Roux, parce que vous ne les tenez pas, ou en tout cas peut-être pas encore, nous le découvrirons. Mais en tout cas, moi, c'est le fondement des critiques que j'entends venant de la France insoumise, des écologistes, et même du Parti socialiste, qui me surprend toujours un peu. Alors, vous allez rebondir évidemment à ce sujet, et on va en parler parce que c'est très important, mais juste une petite question, Béatrice Piron. On vient de parler à l'instant, Laurent Croisier a employé le mot qui est très important, patriotisme. Et c'est vrai que quand on parle SNU, on parle patriotisme aussi, et c'est un terme, alors juste après les élections américaines, forcément, on a entendu que ça toute la journée, avec aussi la misogynie et autres, mais en revanche, en France, c'est vrai que le patriotisme, c'est quand même assez mal perçu, notamment par les jeunes. Comment vous l'expliquez ? Oui, c'est quelque chose, c'est une valeur que les Français n'affichent pas chez eux. On ne va pas afficher nos votes sur notre balcon ou notre drapeau dans notre jardin. Mais le drapeau, à part pour le foot, normalement, c'est assez rare. Normalement, ça se fait peu. Mais moi, quand j'ai rencontré des jeunes sur place, ils n'étaient pas du tout gênés. Et c'est pas ce ils avaient fait des jeux de rôle, notamment sur la notion de nation, sur l'Europe, les différentes nations en Europe, l'esprit européen. Et ils en sortaient enchantés. Et les jeunes que moi j'ai rencontrés sur un camp, notamment donc, à Janville dans le 78, venaient de différents départements de France, ne se connaissaient pas à l'avance, se faisaient des nouveaux amis, rencontraient des gens de la ruralité, des quartiers populaires. C'est sur la base du volontariat, on est d'accord. C'était sur la base du volontariat, mais ils venaient quand même d'horizons différents et il y avait une certaine mixité, même si elle n'est pas totalement idéale, puisque quand c'est du volontariat, on ne peut pas imposer, on va dire, des quotas de personnes de chaque origine. Non, mais c'est vrai que se pose la question, et je vais peut-être faire l'avocat un peu de Jean-Claude Roux, mais se pose la question, si vous voulez, de l'idée qu'on est là pour une certaine recherche de la discipline, effectivement, d'amour de la patrie, de la République. Or, lorsqu'on a des enfants qui sont souvent, effectivement, issus de familles de militaires ou de familles engagées, est-ce que c'est vers eux, finalement, que se destine
particulièrement le SNU. Non, mais je crois qu'il n'a jamais été destiné pour ces enfants-là. Il a été conçu pour tous les enfants. Et tous les enfants présents dans les camps n'étaient pas des enfants de militaires. Et même ceux qui n'étaient pas des enfants de militaires, parce qu'il y en avait peut-être 50%, mais les autres 50% étaient quand même satisfaits de leur séjour. Donc je ne pense pas qu'il faille se focaliser sur cet échantillonnage qui a démarré. Je pense qu'il était impossible de démarrer un SNU à 800 000 enfants dès la première année. Donc il avait été prévu une progression. Effectivement, aujourd'hui, pour des raisons budgétaires, ça paraît difficile de le généraliser. Effectivement, peut-être que 2 900 €, c'est peut-être un petit peu cher pour un séjour de 12 jours. Et moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça a coûté si cher. Donc je pense que ça a besoin d'être... On va parler du budget ensemble, si vous voulez bien, dans quelques instants. Vous réagissez à ce qui venait de dire, s'il vous plaît, Jean-Claude Rau, notamment sur l'idée du patriotisme, sur effectivement la mixité sociale? La mixité sociale, j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure. Je pense qu'être contre le SNU, c'est pas du tout être contre l'engagement, loin de là, mais c'est être contre une forme d'engagement obligatoire ou automatique. Je pense que c'est là où était le contresens de ce dispositif, c'est-à-dire que par le biais de ce séjour de 12 jours, ça allait forcément déclencher quelque chose, et il y a plein d'autres manières. Ça part un petit peu du postulat quand même que les jeunes ne sont pas engagés. Je pense que c'est pas tout à fait vrai. Et puis moi, je crois que ça masquait aussi l'absence de projet, de vision pour la jeunesse, et qu'il n'y a jamais eu la moindre concertation. C'est ça aussi qui me pose problème. C'est-à-dire on a décidé de ce dispositif sans avoir la moindre concertation avec les organisations représentatives de la jeunesse, avec le COJ. On a un outil formidable avec ce comité d'orientation des politiques de jeunesse qu'on n'écoute pas assez. Pourtant, il est rattaché au cabinet du Premier ministre. Puis si ça peut rassurer mon collègue Laurent Croisier, j'ai eu l'occasion de faire mon service militaire. Donc, et puis, vous en avez été dégoûté, c'est pour ça en fait. Non, pas le moins du monde, mais je pense que l'engagement, encore une fois, peut prendre plein d'autres formes, et c'est pas une condition pour d'accès à la citoyenneté. Ce serait un peu simpliste que de... Laurent Croisier disait que les écologistes dont vous faites partie dénoncent, en tout cas sont contre le côté patriotique et républicain finalement du SNU. C'est vrai ou pas? C'était pas le côté patriotique. Je pense qu'on n'a pas de problème avec ça. Moi, évidemment, les valeurs républicaines, nous les partageons. C'était plutôt avec la première forme, mais comme je vous le dis, il a connu plusieurs métamorphoses de SNU. Cette espèce d'ersatz du service militaire, justement, qui n'en était pas un, mais qu'on vendait un petit peu comme tel, et avec une petite partie où on moquait un petit peu de différentes choses, parce qu'évidemment, le drapeau, les valeurs, tout ce qui touche à la citoyenneté, évidemment, mais normalement, il y a à l'école ce qu'on appelle le parcours citoyen. Et moi, lorsque j'ai pu parler du SNU avec les jeunes, ils me disaient, on veut plus justement de parcours citoyen à l'école. On est très demandeur de ça, mais on n'a pas forcément besoin de 12 jours dans notre vie pour accéder à ces notions et pour nous sentir pleinement participer à la nation. Action. Oui, mais alors, dans le cadre scolaire, on demande beaucoup de choses à l'école, peut-être beaucoup trop de choses à l'école. Et si on pouvait revenir à des fondamentaux pour élever le niveau de l'école et faire que l'école assure sa mission républicaine, c'est-à-dire l'ascenseur social, c'est-à-dire la lutte contre l'assignation sociale, les inégalités, et qu'on pouvait déjà remplir cette mission, ce serait déjà pas mal. L'intérêt du SNU, c'est que c'était aussi en dehors de l'école. Alors, une des critiques, à juste titre, c'était le fait qu'il soit sous double tutelle, qui venait un peu troubler l'organisation. Moi, j'aurais beaucoup de critiques à faire sur la façon d'organiser le service national universel. Mais j'aurais aimé, et c'est là où j'ai un regret, c'est qu'on se mette tous ensemble sur un consensus sur l'esprit du SNU, l'esprit de l'engagement, l'esprit de la cohésion. Le patriotisme, ce n'est pas un gros mot. Bien sûr. Aimer son pays, aimer son histoire, aimer son patrimoine, le découvrir. Moi, je suis ravi que dans ma ville puissent venir des adolescents d'autres régions, voire même des outre-mer, et qui découvrent l'ouverture d'esprit. C'est tout cet état d'esprit, moi, que j'apprécie dans le cadre du SNU, et je pense que si sous sa forme actuelle, on peut y voir des choses à améliorer, je pense que dans l'esprit, il va
falloir conserver cette façon de penser et cette façon de donner quelque part en héritage ce que nous ont transmis nos aînés aux nouvelles générations. C'est vrai que les reproches qui se sont faits, les premiers, effectivement, c'est le côté un peu disciplinaire de la chose ou autoritaire, et le deuxième, c'est le budget. On va y venir, justement. Moi, je tiens à cette phrase. L'exigence, c'est de la bienveillance. Quand on n'en a rien à faire de quelqu'un, en fait, on n'y porte aucun intérêt. À partir du moment où on porte de l'exigence, c'est qu'on porte de l'attention, c'est qu'on veut que la personne réussisse. Et l'exigence n'est pas un gros mot, le patriotisme n'est pas un gros mot non plus. Est-ce qu'on a posé la question aux jeunes, finalement, avant de penser ce SNU? Est-ce que quelqu'un peut me répondre sur ce sujet? Moi, j'en suis convaincue. Moi, j'avais fait des séminaires avec Sarah El Haïry qui a longtemps porté ce projet-là. Et les jeunes avaient été impliqués. Et justement, il y a aujourd'hui une multitude de séances qui se succèdent, notamment des séances d'information sur la consommation des drogues, sur la sécurité sur Internet, sur ce qui était avant dans les JDC, donc je dis d'évaluation du niveau scolaire, qui permet de rattraper certains élèves qui ont décroché de l'école et pouvoir leur proposer donc un avenir de formation professionnelle. Donc il y a une multitude de sujets. Il y a des jeunes qui s'engagent à travers des sessions de respecter l'environnement ou travailler pour l'amélioration de l'environnement. Et ils ont plusieurs options après pour pouvoir faire leur suite à la phase 2 du SNU, soit dans des associations caritatives, des associations environnementales. Et les sujets sont très vastes. Je ne voudrais pas qu'on se trompe de questions, savoir si on a posé la question aux jeunes avant ou si on leur a posé la question une fois qu'on leur a proposé de faire le SNU, de savoir ce qu'il y avait comme contenu dans ce fameux SNU, ce qui est un petit peu différent. Une réaction, Jean-Claude Roux? Moi, je vais être clair, il n'y a pas eu de concertation avant, il n'y a pas eu de concertation pendant. Il y a eu effectivement beaucoup d'énergie déployée de la part des deux secrétaires d'État. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'en fin de compte, le programme du SNU, il n'est pas fixe. Il s'organise dans tous les départements et chaque SNU a un petit peu sa customisation locale. Il y a une petite marge de manœuvre. Il y a une marge de manœuvre qui est à la main justement des organisations locales. Sur modalité, contenu et du dispositif. Non, moi j'ai entendu au fil des auditions, puisque l'année dernière pour le rapport budgétaire sur cette mission, j'ai pas vraiment et très sincèrement entendu beaucoup de monde défendre ardemment, à part effectivement Sarah El Haïry et Prisca Thévenot après elle, le SNU. Parce que ce qu'il faut mesurer aussi, c'est que ce qu'on pourrait appeler cette avance à marche forcée avec les objectifs qui étaient très élevés, fixés tous les ans, ont aussi épuisé les services départementaux et régionaux qui ont concentré beaucoup de leurs efforts pour faire en sorte que les jeunes soient accueillis évidemment dans les meilleures conditions possibles, dans des conditions de sécurité, d'encadrement optimal. Et ça a vraiment aussi été une pression que j'ai pu sentir et mesurer. Mais la première année, c'était Gabriel Attal qui a été responsable de son lancement. Et par exemple, sur la tenue, il y a eu des appels à projets et des appels à projets faits auprès des jeunes pour définir quelle serait la tenue. Et les jeunes ont participé à la sélection de ce qu'allait devenir leur uniforme. Mais quand vous dites les jeunes, c'est qui les jeunes? Des jeunes, alors je ne sais pas exactement. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas. On parle du budget. Représentatif, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il nous reste peu de temps et je pense que le budget est un vrai point important, à la fois dans la décision qui a été prise récemment, le 30 octobre au soir, l'Assemblée et le Sénat, donc pourtant composée de deux majorités assez différentes, on peut clairement le dire, ont ainsi voté dans leur commission des finances respectives pour la suppression du SNU dans le budget de l'État. Donc pour l'instant, c'est en suspens. A priori, le président de la République voudrait le maintenir. Je crois que, certains sont pour, d'autres peut-être un peu moins. On va parler du coût. 160 millions en 2024, puis entre 2 ou 5 milliards. Ça me fait marrer quand même, parce que c'est quand même assez... Entre 2 ou 5 milliards, c'est quand même... Bon, il y a tout un monde, vraiment. À un moment où on cherche de l'argent à tout va, et en particulier dans l'éducation, où on manque de professeurs. Enfin, je veux dire, vous parliez évidemment des fondamentaux. Tout cela aussi, c'est évident qu'avant de parler de SNU, il faut parler quand même de professeurs qui manquent devant les élèves. Accompagnant des enfants en situation de handicap qui sont manquants aussi, d'argent qui est manquant. Donc c'est une question que je vous pose. Est-ce que vraiment ce budget alloué au SNU ne serait pas nécessaire ailleurs? Alors faire un budget, c'est faire des choix. Oui, tout à fait. Faire le choix de la jeunesse, moi je pense que ce n'est jamais un mauvais choix.
Et faire le choix de la jeunesse, c'est évidemment l'éducation, mais on peut aussi compléter via une forme de service national universel, via l'engagement, via la cohésion, via le patriotisme, via les valeurs de la République. Et moi, je pense qu'on a tellement besoin de cohésion dans cette société si individualiste qu'on peut se donner comme choix l'ambition pour notre jeunesse. Après, faire des restrictions budgétaires, ça ne s'y finit pas aller supprimer des crédits indifféremment sans réfléchir. Donc on demande des efforts à tout le monde, c'est évident, à l'éducation nationale comme dans plein d'autres ministères, mais ça n'empêche pas d'avoir de l'ambition et puis de donner des crédits. Moi, je suis assez étonné que le SNU soit devenu la marge financière dans tout un tas de demandes politiques, comme si l'ambition qu'on donnait à la cohésion nationale était finalement anecdotique. Attendez, on parle de 2 à 5 milliards, on ne parle pas de 10 millions. Non, mais 2 milliards sur le budget, par exemple, de l'éducation nationale, qu'est-ce que ça représente ? Oui, d'accord, mais enfin, c'est quand même une part importante. Les 2 milliards, si c'était affecté, si c'était affecté ne serait-ce qu'à la revalorisation des professeurs, on aurait quand même peut-être un peu plus de chance d'avoir quelques professeurs aussi arrivant dans le système. Les postes sont ouverts. Aujourd'hui, il y a un problème d'attractivité. Oui, tout à fait. À cause de quoi ? À cause de différentes choses, pas uniquement le salaire. C'est pas la seule cause. Un peu quand même. Il y a eu des revalorisations importantes sur les salaires des jeunes professeurs et c'est pas ce qui a fait multiplier par 2 le nombre de candidats. Ça a fait venir plus de professeurs effectivement jeunes, mais effectivement on a quand même un problème aussi des conditions de travail. Ce que je veux dire par là, c'est que la question du budget aussi, c'est ce qui revient beaucoup les 2 milliards, c'est sur une généralisation. Oui, tout à fait. C'est bien le discours. Là, on n'est pas dans le cadre d'une généralisation, on est sur à peu près 10% de la cohorte. Qu'on entrevoit une généralisation à terme, alors peut-être en revoyant un peu l'organisation, les objectifs pour abaisser les coûts d'une généralisation, évidemment. Mais aujourd'hui, on est sur le PLF 2025, sur un budget à 128 millions d'euros. Excusez-moi, sur la masse du budget, je pense qu'on peut se donner des marges de manœuvre de 128 millions. Les 2 milliards, on les a déjà largement mis depuis 2017 dans le budget de l'éducation nationale. On est passé de 48 à 60 et quelques, donc on a mis plus de 10 milliards supplémentaires à l'éducation nationale. Donc ce n'est pas les 168 000 qu'on a mis dans le SNU qui ont empêché d'augmenter les professeurs ou de travailler sur la politique. Non, pas empêcher. Je dis juste que c'est de l'argent qui est effectivement alloué à quelque chose précisément. Je suis navrée, vous n'avez pas le temps de répondre, mais on est obligé de rendre l'antenne. C'est comme ça, c'est la vie. Mais oui, je sais, c'est affreux, c'est très frustrant. Mais vous pourrez refaire une tribune et revenir. Merci beaucoup à vous 3 d'être venus sur le plateau. Béatrice Piron, Jean-Claude Roux et Laurent Croisier. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école.
le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action. C'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir par Skype Elisabeth Combre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes autrice de George Sand dans la collection Les Grandes Vies chez Gallimard Jeunesse. Sublime livre, assez court, qui est une publication à destination des 8-12 ans. Une biographie sur cet immense personnage de la littérature qui est George Sand. Peut-être pour leur montrer montrer à ces jeunes qui vont pouvoir lire ce livre, mais aussi dans l'absolu, ce qu'est l'engagement, effectivement, de George Sand, le dépassement peut-être du qu'en dira-t-on des mœurs de l'époque. Oui, j'ai eu envie de raconter la vie de George Sand à des enfants, parce que je pense que sa vie est inspirante pour les filles et pour les garçons, parce que sa vie parle à notre époque. Et qu'elle est allée à contre-courant de ce que son époque disait, de ce que devaient faire les femmes. Elle s'est engagée, elle a écrit, elle a cherché à être elle-même, elle a inventé sa vie, elle a pris des costumes, toutes sortes de costumes, et notamment un costume d'homme pour avoir la liberté qu'avaient les hommes à cette époque-là. Elle monte à Paris en 1821, elle est toute jeune, elle veut devenir écrivaine, elle part avec des amis du Berry, cette région où elle a grandi, et eux peuvent aller partout, et elle, avec les froufrous et les talons aiguilles, elle ne peut pas. Donc s'il faut devenir un homme par commodité, elle le fera, et elle les accompagne, et elle rentre dans le monde de la presse, de l'écriture, et elle va faire une carrière étonnante, d'une immense richesse, qui à l'époque, elle côtoie les plus grands. L'histoire n'a pas retenu tout ce qu'elle a écrit. Aujourd'hui, on la redécouvre, et je trouve ça fantastique, parce que notamment dans ces textes, je dirais autobiographiques, mais aussi ces textes qui racontent un peu l'époque, qui réfléchissent, qui disent notamment par rapport à la nature, qu'est-ce qu'on doit faire pour se garantir un avenir vivable. Elle dit déjà des choses qui parlent à notre époque d'une façon étonnante, que les arbres sont précieux et appartiennent aux générations à venir, ces choses qu'on entend aujourd'hui, que si on abat les forêts, l'air sera plus respirable de la même façon, que la planète se desséchera si la production des humains dépasse, la volonté de produire des humains dépasse les capacités de la Terre. Enfin voilà, toute chose, on dit parfois qu'elle est à l'avant-garde. Moi, je me demande si c'est pas nous qui sommes un petit peu à la traîne. Oui, c'est ça, nous à la traîne, tout à fait. Effectivement, c'est exactement ce que je me disais lorsque je vous écoutais avec admiration et tendresse parler. C'est vrai que George Sand, c'est un personnage absolument incroyable. On disait d'elle qu'elle était homme et femme, notamment, vous l'avez dit, à travers ses costumes, mais pas que. Elle avait aussi une plume tout à fait différente, peut-être de ce que l'on pouvait retrouver à l'époque. Puis déjà, elle avait une plume en tant que femme, ce qui n'était pas forcément le cas aussi. Oui, mais c'est vrai qu'elle s'est sentie libre. Elle disait ce nom qui protège mon travail quand elle parlait du nom de George Sand. Mais c'est vrai que quand elle écrit, c'est comme si quand elle vit, quand elle aime, que ce soit ses enfants ou ses amoureux multiples, et ses amoureuses aussi parfois, elle se sent femme, et quand elle écrit, elle se positionne comme un homme, elle parle au masculin, elle écrit au masculin. Donc il y a un peu cette vision double. Elle a grandi, elle est elle-même un peu à cheval sur des mondes contraires, des mondes
Elle est fille et garçon dès qu'elle est petite, parce que sa grand-mère voit en elle son fils qu'elle vient de perdre quand elle découvre sa petite fille. Le père de George Sand est mort quand elle avait 4 ans. Donc elle court avec les enfants paysans qui, dans cette grande demeure, dans cette grande propriété de sa grand-mère dans le Berry. Elle court en pantalon avec les paysans du coin. Elle est à la fois cette châtelaine élevée par sa grand-mère et puis cette petite paysanne qui va garder les chèvres et qui fait des danses échevelées, comme elle le dit elle-même, dans les champs, dans les foins, qui va écouter sous les tables tous ces contes dans les veillées où on joue de la vielle et de la cornemuse, et puis elle faire le gamin comme j'ai envie, elle le dit elle-même. Donc c'est ça, à cheval entre des mondes différents, entre l'aristocratie et le peuple, puisque sa mère est fille d'un oiseleur. Elle a rencontré son père en étant cantinière et en suivant les troupes de Napoléon Ier, puisque le père de George Sand était dans l'armée de Napoléon. Donc c'est à la fois fille du peuple, fille de l'aristocratie, et ça va la suivre toute sa vie. Et ça va déterminer son engagement social, ça va lui faire regarder le monde avec un regard ample, un regard multiple, une capacité à voir... On lui reprochait parfois d'être trop optimiste, mais elle voulait voir le meilleur dans tous les milieux. Et c'est une des premières à avoir écrit avoir mis en scène des personnages, des héros d'artisans, ouvriers, paysans. Elle a parlé du monde paysan comme Elle militait pour davantage de justice sociale, pour davantage d'égalité, ce qui est pareil à l'époque ne se faisait pas, encore moins dans la bouche d'une femme. Oui, de toute façon, oui, dans la bouche d'une femme, il fallait, il y avait des choses qui n'étaient pas vraiment autorisées. Elle a reçu des insultes de toutes sortes par les critiques, par les journalistes. Dans le Figaro en 1838, on dit « Oh, ce talent gâché, si elle s'était contentée d'être une femme, ça aurait été tellement mieux. » On parlait de la peste de la République, on parlait d'une vache à roman. Moi, je dis, vu l'œuvre qu'elle a écrite, vive les vaches. Enfin, on s'imagine pas ce qu'elle a pu vivre et toute cette énergie qu'elle a mis à faire son chemin quand même. Un chemin effectivement d'engagement, hein, vous le disiez, donc à la fois la justice sociale pour aussi la place des femmes dans la société. On parlait encore de ses costumes, mais il faut le redire parce qu'on n'a plus toujours ça à Saint-Laurent ou à Coco Chanel par exemple, mais le fameux smoking, le costume porté par les femmes, finalement elle a été une des premières à le faire. Oui. Elle a porté cette redingote, elle a eu ces années redingote où elle accompagnait ses amis qui avec elle voulaient percer à Paris, on peut le dire comme ça. Et effectivement, et c'était au point que certains ne la reconnaissaient pas quand ils la voyaient en femme. Quelqu'un qu'elle avait rencontré en tant qu'habillée en redingote était venu chez elle et lui avait demandé: est-ce que je pourrais voir George Sand? Elle lui a dit je suis là, mais vous êtes George Sand. Donc elle vivait totalement tous les personnages qu'elle était. Oui, alors des personnages qu'elle était, encore une fois, on le disait, politisée, engagée, vraiment une femme, un homme étonnant, voilà, on peut dire les deux, et qui vivait de ses propres revenus aussi. Elle entretenait pas mal d'amis artistes, enfin je veux dire, c'était une sphère aussi qu'elle avait, vous l'avez dit, hein, elle avait intégré des cercles littéraires, elle était aussi, certains critiquée, mais aussi respectée de l'autre côté, et donc du coup, elle avait aussi cette capacité à l'époque, voilà, de se dire, non, je veux être libre jusqu'au bout. Oui. Après, c'est vrai qu'après avoir s'être beaucoup engagée, notamment au moment de la Révolution de 1848, où elle a effectivement défendu les ouvriers et les gens du peuple, elle s'est un peu retirée à Nohant et elle s'est consacrée encore plus à son écriture, chose qu'elle faisait déjà avant. Et elle a créé une véritable communauté d'artistes qui avait démarré avant, mais qui a pris toute son ampleur à ce moment-là. Autour d'elle, il y avait des Franz Liszt, il y avait Frédéric Chopin, il y avait Alfred de Musset, ces deux amoureux célèbres, mais il y avait aussi Ivan Tourguenieff, l'écrivain russe, il y avait la cantatrice Pauline Viardot, et tout le monde venait à Nohant, on y créait. Eugène Delacroix le peintre avait son atelier à Nohant, dans le château. À un moment, ils se sont tous mis à faire du théâtre. Elle faisait jouer tout le monde. Elle a abattu un mur pour faire un vrai théâtre. Il y avait le théâtre de marionnettes, puis le théâtre avec des personnages en chair et en os, et tout le monde jouait.
les employés de maison, les artistes, chacun jouait. Il y avait cette idée que on est ensemble et on crée tous ensemble. Elle était forte pour abattre les frontières et créer des choses totalement nouvelles. Et elle a soutenu certains de ses amis. Elle vivait de ses textes, elle vivait de son travail, de beaucoup d'articles qu'elle publiait. Vous parlez de ses amis, effectivement. En l'occurrence, vous avez cité Frédéric Chopin, le compositeur. Ils avaient une relation tout à fait étonnante, tous les deux. On peut peut-être en parler parce que, encore une fois, cet ouvrage est destiné aux enfants, enfin aux jeunes de 8-12 ans. C'est aussi le moment où on découvre aussi les premières histoires amoureuses. Et elle avait un rapport assez étonnant avec lui. Alors oui, Frédéric Chopin, ses grands amoureux célèbres étaient plus jeunes qu'elle. Et Frédéric Chopin, elle le rencontre grâce à Franz Liszt. Et elle part avec lui à Majorque, sur l'île de Majorque, avec ses enfants. George Sand avait deux enfants, Maurice et Solange, et ils vivent dans une maison un peu isolée à Majorque. Et c'est là qu'il créera parmi ses plus grandes œuvres. Elle écrit aussi, et en même temps, elle fait la classe aux enfants. Elle s'occupe de Frédéric Chopin, qui est malade, qui mourra de la tuberculose. Ils ont une vie amoureuse, et puis après, il y a une grande tendresse, mais leur vie de couple se termine. Mais ils restent ensemble, et puis il y a une complicité, ça rit. Frédéric Chopin s'était beaucoup attaché à ses enfants. Quand il y a les autres amis, Frédéric Chopin, qui avait quand même un caractère difficile, mais qui était capable d'être très drôle, enfin, et George Sand aussi. Enfin, il y a de la vie, il y a de la chaleur, mais effectivement, ça s'est terminé pas très bien. Ils se sont séparés, et l'histoire a gardé en tête que George Sand n'est pas allé voir Frédéric Chopin quand il était mourant. On ne saura jamais totalement ce qui s'est passé entre ces deux-là, mais leur histoire d'amour a marqué la grande histoire, en tout cas. Disons, pour garder peut-être une belle image, effectivement, de l'homme qu'elle avait aimé. Elle a défendu aussi l'instruction des filles, l'éducation, qui pour nous, évidemment, chez School TV, est d'autant plus important et donc notable. C'est vrai qu'elle a été très engagée sur la cause. Est-ce que aussi c'était une façon de pouvoir redire à quel point il faut préserver ça et à quel point nous avons de la chance ici, en France, en Europe, de pouvoir accéder à l'éducation, qui que l'on soit? Oui, tout à fait. Elle s'est battue, oui, pour l'éducation des filles. Elle a eu la chance, elle, d'être éduquée grâce à sa grand-mère qui lui avait donné un précepteur, le fameux Monsieur Deschartres, un peu d'un autre temps, et qui a été l'occasion de beaucoup de bêtises et dans sa jeunesse. Il y a des tas de choses aussi à raconter sur la jeunesse de George Sand. Mais oui, éduquer les filles, évidemment. Enfin, on voit aujourd'hui que c'est même toujours pas devenu évident dans tous les pays de la planète. On voit des régressions, on voit des choses terribles, et puis des petites filles des pays où les petites filles n'ont jamais eu accès à une vraie éducation. Par contre, c'est vrai que George Sand n'a pas milité pour le vote des femmes. Elle était persuadée qu'il fallait d'abord éduquer les femmes avant de les faire voter. Là, l'histoire lui montrera qu'elle s'est trompée, parce qu'il fallait lancer le vote des femmes, et puis tout s'est enchaîné derrière. Mais elle avait trop peur que les femmes votent comme leur mari si elles n'étaient pas éduquées avant. Mais si on attendait que les femmes soient toutes éduquées, le vote des femmes ne serait jamais arrivé. Peut-être. Un petit mot peut-être sur la manière dont vous avez conçu cet ouvrage, du coup, parce que une carrière, si je puis dire, en tout cas une vie aussi trépidante, engagée et nourrie que celle de George Sand, c'était pas simple à vulgariser, le terme n'est pas joli, mais disons, à mettre en lumière et en image pour cet ouvrage destiné aux 8-12 ans. Oui. Il a fallu choisir. D'abord, il a fallu choisir dans sa vie. J'ai pas tout dit. Il y a encore tellement d'autres choses dans la vie de George Sand, et notamment son rapport à la nature. On en a peu dit là, mais dans l'écriture, il y a le choix. Il y a le choix de quoi je vais parler. Et puis cette collection chez Gallimard Jeunesse se construit d'une manière particulière, c'est-à-dire que il faut construire tout le déroulé de l'histoire sans forcément écrire en détail, pour qu'en parallèle il y ait illustration et écriture qui se construisent. Donc moi j'ai d'abord fait le plan de l'ouvrage en disant ce que j'allais mettre dans chaque double page, et ensuite il y a Marie-Lou Incelin, l'illustratrice, qui a travaillé en parallèle
avec moi, en lien avec l'équipe de Gallimard Jeunesse, une équipe très efficace et qui nous a permis comme ça de travailler en parallèle. Et Marie-Lou a fait d'ailleurs des illustrations très très belles qui donnent beaucoup de mouvement au livre et puis un fabuleux visage très vivant à George Sand. Et donc en même temps, donc voilà, construire le plan et puis ensuite remplir les pages et puis simplifier. Bon, c'est des choses que je fais depuis longtemps. Merci beaucoup. Merci Elisabeth Combre d'avoir participé au Grand JT, autrice de George Sand dans la collection Les Grandes Vies, et c'est paru chez Gallimard Jeunesse. Merci à vous. On va tout de suite retrouver Adrien Fontenot pour sa chronique. Adrien, dans votre chronique, on va s'intéresser à une tendance inquiétante et qui prend de l'ampleur aux États-Unis après l'élection de Donald Trump. Tout part d'une petite phrase, « Ton corps, mon choix ». Oui, et on va parler du droit des femmes. Dans de nombreux pays à travers le monde, ils sont souvent bafoués, parfois même inexistants à certains endroits. Bien même dans ce qui est souvent considéré comme la première puissance mondiale, les droits des femmes sont remis en cause. On va en parler plus en détail, mais regardez d'abord cette vidéo de Nicolas Fuentes, un influenceur pro-Trump. Il l'a publiée dans la foulée de la victoire du candidat républicain face à Kamala Harris lors de l'élection présidentielle. Nous contrôlons vos corps. Devinez quoi? Les hommes ont encore gagné. D'accord? Les hommes ont encore gagné. Et oui, nous contrôlons vos corps. Bonjour, je suis votre député républicain. Je suis votre député républicain. C'est votre corps, mon choix. Et les hommes continueront de gagner. Il n'y aura jamais, jamais de femme présidente. Jamais. On va vous garder sous contrôle pour toujours. Vous ne contrôlerez jamais votre propre corps. Vous ne serez jamais présidente de l'Empire mondial. Ça n'arrivera jamais. Jamais, ma chérie. Votre corps, notre choix. Voilà, précision importante, hein, Nicolas Fuentes est profondément masculiniste. Hein, la vidéo laissait quand même peu de place au mais doute, non mais avec cette petite Quelle phrase, horreur. Il détourne en fait un slogan bien connu, un slogan féministe, « My body, my choice », mon corps, mon choix, qui est utilisé depuis la fin des années 60, en particulier dans les manifestations pour défendre le droit des femmes, justement, notamment sur la question des rapports sexuels, des contraceptifs ou encore sur l'avortement. Alors un slogan évidemment détourné, une vidéo visionnée des dizaines de millions de fois, partagée en masse également tant sur les réseaux que dans l'idée qui en découle, malheureusement, parce qu'il y a une idée derrière. Vous voulez des chiffres précis, justement? Oui. Plus de 90 millions de vues, près de 40 000 partages. L'impact de cette vidéo et donc de Nicolas Fuentes est colossal. Et vous allez voir, j'ai d'autres chiffres encore plus inquiétants. Dans un rapport publié le 8 novembre dernier, l'Institute for Strategic Dialogue a constaté une hausse des contenus misogynes sur les réseaux sociaux depuis fin octobre, mais aussi une augmentation importante des publications axées sur l'abrogation du 19e amendement de la Constitution américaine. Ce 19e amendement, je vous le donne en mille, il accorde justement le droit de vote aux femmes. Et le nombre de messages agressifs envers les femmes explose depuis sur les réseaux sociaux. Au lendemain de l'élection de Donald Trump, l'ISD a enregistré sur X une augmentation de 4600% des mentions des phrases « Your body, my choice » ou « Get back in the kitchen » retournent dans la cuisine, en français dans le texte. Mais c'est absolument terrifiant, il y a vraiment de quoi avoir peur pour déjà les femmes américaines, mais pour les femmes du monde entier. Des millions, des milliers. Ah oui, les inquiétudes sont réelles, et certains vont même encore plus loin dans la provocation, dans l'outrance même. Andrew Tate, par exemple, un autre influenceur américain aux 10 millions d'abonnés sur X, est connu pour ses discours anti-féministes. Lui, il a clairement encouragé et assumé la régression des droits des femmes. Dans un post publié le 7 novembre, qu'il a quand même depuis supprimé, il déclarait, je cite, « J'ai vu une femme qui voulait traverser la route aujourd'hui, mais je ne me suis pas arrêté. Le droit de passage, vous n'avez plus de droit. » Un post vu plus de 680 000 fois en moins de 2 heures. Autre publication, encore plus violente, celle de l'activiste d'extrême droite John Miller, suivi par 123 000 abonnés. Des femmes menacent de faire la grève du sexe comme si elles avaient leur mot à dire. Le post-là a été vu plus de 85 millions de fois, lui aussi supprimé, accusé d'encourager la culture du viol. On va quand même se le dire, Adrien, ces influenceurs et les personnes qui sont derrière tous ces posts ne font que suivre finalement le modèle de celui qu'ils ont réélu, à savoir Donald Trump. Absolument, le prochain président
des États-Unis n'est pas innocent dans ce qu'on pourrait appeler une escalade de la misogynie. En 2016, on rappelle qu'il affirmait dans une vidéo dévoilée par le Washington Post, je cite, « Quand vous êtes une star, les femmes vous laissent faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les attraper par le sexe, faire tout ce que vous voulez. » Donald Trump, c'est aussi de nombreuses affaires. En mai dernier, il est reconnu coupable dans l'affaire Stormy Daniels, ce qui a fait de lui le premier ancien président à être condamné par la justice. Le milliardaire a également été condamné pour abus sexuels et diffamation vis-à-vis de E. Jean Carroll, une ancienne journaliste qui l'accusait de l'avoir agressé dans les années 90. Et puis dernière sortie en date, qui ne l'a pas empêché d'être réélu pour le coup à l'occasion d'un meeting dans le Wisconsin. Fin octobre, Donald Trump avait affirmé qu'il protégerait les femmes, qu'elles le veuillent ou non. Bon, on peut clairement avoir peur effectivement pour le droit des femmes aux États-Unis, qui sont a priori menacées. Exactement, derrière les provocations en ligne répétées, des experts alertent sur une normalisation du harcèlement à l'égard des femmes et surtout une propagation au-delà des réseaux sociaux. Selon le rapport de l'ISD, des jeunes filles et des parents ont témoigné sur les cas de harcèlement hors ligne. Toujours selon l'Institut, la phrase « Your body, my choice » leur a été adressée à l'école où parlent des camarades de classe, des jeunes garçons. Et face à cette vague de haine misogyne, des femmes et hommes tentent bien de résister. Des campagnes sont organisées sur les réseaux sociaux pour répondre aux agressions sexistes et rappeler que les droits acquis par les femmes ne peuvent être remis en cause. Regardez par exemple ces femmes politiques à travers l'Europe, des parlementaires de Belgique, Norvège, Finlande, mais aussi de France qui se rallient à la cause. Notez pour finir, selon CNN, qu'un porte-parole de TikTok a déclaré que l'expression « ton corps, mon choix » violait les règles communautaires de la plateforme et que tout contenu l'utilisant serait désormais supprimé, à moins qu'il ne prenne le contre-pied de l'expression et condamne ses propos. Merci beaucoup, merci Adrien pour cette chronique. Eh bien, on va regarder tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Nous, on est vraiment l'école nationale des fleuristes, donc depuis 1957, on est la première école à avoir à s'être dédiée au métier de fleuriste et uniquement fleuriste. Dans d'autres centres de formation, vous avez le bâtiment, l'esthétique, la coiffure et la fleur, mais donc vous n'êtes pas noyé dans la masse, mais vous êtes au milieu d'autres corps de métier. Là, on pense fleurs, on mange fleurs, on dort fleurs, ça fait beaucoup de fleurs. Ça fait beaucoup de fleurs, Alix. Et il y a des matières théoriques ? Oui, bien sûr. Le management, nous, on a des TD de mise en situation commerciale. On a de la botanique, parce que forcément, il faut connaître la botanique pour être fleuriste, même si ce n'est plus obligatoire dans les diplômes. Aujourd'hui, nous, on a décidé de maintenir... c'est plus obligatoire pour être fleuriste. La botanique et les arts appliqués ne sont plus aujourd'hui une obligation pour l'enseignement. Je ne suis pas à l'éducation nationale, mais enfin, nous, en tout cas, ils estiment que ce n'est pas un incontournable. On a décidé de maintenir, nous, cet enseignement jusqu'au bout, parce qu'un grand fleuriste, quelle que soit la taille de sa boutique, c'est un fleuriste et qui est capable non seulement de vendre ses fleurs, mais de conseiller aussi sur l'entretien des végétaux qu'il vend. Une classe, 12 élèves, 12 garçons, on est dans un lycée pro et vous dites, au fond, même avec ces 12-là, si on creuse, si on y passe quelques centaines de pages, si on les écoute, on a un portrait de la société. Exactement. Et d'ailleurs, au départ, le livre va naître d'un signalement fait au service du rectorat concernant un problème de racisme. Au début, on n'en sait pas plus, et quand nous arrivons sur le terrain avec Chloé Santoro, au fur et à mesure des premiers entretiens, on se rend compte que la situation elle est beaucoup plus compliquée que cela. Et que si dans cette classe, 6 élèves considèrent être, en raison de leurs origines, victimes de racisme et de discrimination, ils sont moins bien notés, ils sont plus punis, les 6 autres récusent ces accusations, considèrent que ce sont des élèves exaspérants et qui les empêchent de travailler. Donc on a une classe finalement qui est en fait scindée en deux. Donc ça c'est la première fracture horizontale, mais on a une autre fracture entre ces élèves, exactement, qui est verticale entre les élèves et leurs professeurs, en leur reprochant justement un discours qui ne s'adresse pas à eux. Quelque part on reproche à l'école d'avoir un discours qui ne tient pas compte de leur particularité. Et ce sont ces fractures qui donnent le titre au bouquin, La classe fracturée, qui désigne, je vous cite, l'échec de cette double relation, vous venez de le dire, entre les professeurs et les élèves, mais aussi entre les élèves eux-mêmes. C'est un phénomène, je vous cite là encore, dites-vous, de ségrégation
spontané. C'est pas organisé, c'est-à-dire que vous arrivez, vous le constatez. Il n'y a pas de manip derrière, il n'y a pas d'influence, ça s'est fait comme ça. C'est justement lors de l'interaction. Justement, ça permet de revenir sur la notion de racisme interactionnel. C'est que on n'est pas dans le cadre d'une idéologie structurée qui séparerait les uns, séparerait les autres. D'ailleurs, eux-mêmes le disent tous, on n'est absolument pas raciste, on n'a pas du tout de problème avec les autres cultures. C'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Il s'agit en fait de positionnement dans la classe. Alors spontané. Une professeure d'ailleurs nous dit, ils se séparent tellement naturellement que c'en est véritablement troublant. Ça a commencé comment pour toi cette histoire d'amour, cette passion pour les fleurs? Alors moi, mes deux parents ils sont paysagistes. Ah, déjà, ça peut aider, ça peut influencer. J'ai un peu baigné dedans depuis que je suis tout petit. D'accord. Et puis après, je voulais pas trop être dehors tout le temps, sous la pluie, avec le froid et tout ça. Mais j'adore les fleurs. Ouais. Et donc, encore un qui va bosser à Los Angeles, je te dis moi. Et donc fleuriste est venu assez vite dans mon esprit. Et donc après ma troisième directement, j'ai décidé de ne pas faire mes 3 ans de lycée. Parce que j'en voyais pas forcément l'utilité. Tu savais ce que tu voulais faire? Je savais exactement ce que je voulais faire. Et donc je me suis directement rapproché du coup de l'École nationale des fleuristes. Est-ce que c'était plus compliqué que ce que tu pensais au début? Parce que j'imagine que tu as dû commencer à confectionner tes premiers bouquets assez rapidement. Et après, comme l'a dit Lily, il y a toutes sortes de techniques et il y a un véritable savoir-faire. C'est pas exactement ce que je m'attendais, mais j'étais assez surpris en bien. La seule chose, c'est les horaires de travail. Enfin, le travail, c'est assez compliqué, il faut le savoir. D'accord. Que c'est des choses où il faut travailler le week-end, où il faut être assez disponible. D'accord. Mais niveau fleurs et tout ça, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de possibilités surtout. Et il y a beaucoup de techniques, c'est ça? Il y a tout l'aspect technique, ouais. Exactement. Et puis je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de branches possibles à aller dans le métier aussi. Dernière question, Aurélien Ramini. Si chaque situation diffère, et en creusant avec les entretiens notamment individuels, vous vous en rendez compte, ça veut aussi dire que pour aider les enseignantes et les enseignants, il ne va pas suffire d'élaborer des kits ou des grands principes généraux. Il faut vraiment leur donner une méthode pour qu'ils déchiffrent tout ce que vous décrivez dans le bouquin pour comprendre comment agir. Alors pour le dire simplement, c'est pas évident. Avec plaisir. Je vais essayer. Disons qu'il faut lutter sur 2 fronts. Il faut lutter sur le front des représentations, c'est-à-dire enrichir le discours scolaire, comme on le fait d'ailleurs. Il y a vraiment des enseignants qui essayent de travailler sur la diversité des histoires, sur la complexité de l'histoire de France, mais en même temps travailler sur les interactions. C'est-à-dire sur la manière dont les élèves vont coopérer ensemble, la manière dont les élèves vont apprendre à travailler ensemble. Et si on ne lutte pas sur les 2 fronts, si on travaille uniquement les représentations, la moindre interaction conflictuelle va reconflictualiser les représentations. D'où la nécessité de jouer sur les 2 terrains. Ça boucle la boucle de notre entretien. Car si justement on ne travaille pas sur les interactions, le meilleur cours, la meilleure leçon sur la complexité de la République, etc., elle tomberait immédiatement à l'eau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. À la réalisation aujourd'hui, c'est Romain Luc, au son Alexis Oustabassidis, maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Merci également à Adrien Fontenot d'être venu sur le plateau pour à la fois l'actualité et la chronique. On vous retrouve bientôt. Demain, Virginie. Voilà, c'est un bonheur absolu. Merci, bonne soirée, à demain.